La gare du Midi, ses alentours, sont-elles devenues une zone de non-droit? Les trafiquants de drogue auraient-ils pris le pouvoir à coups de fusillade? Tout le monde réclame plus de moyens, mais faut-il investir ces moyens en prévention, en accompagnement ou en répression? Entre communes, régions et fédérales, n'est-on pas en train de se renvoyer la patate chaude? Bienvenue sur le plateau de Versus, on a beaucoup de choses à se dire. Avec moi en plateau, Laurent Durcel, bonjour, Bonjour. de 12 Flux, dont vous êtes le gueulophone, ainsi que pour le syndicat des immenses. Vous êtes actif avec ces structures dans ce quartier, on verra comment vous trouvez que la situation évolue. Actif aussi Éric Cusson, bonjour, vous êtes le directeur des projets à l'ASBL, le LAMA. Vous accompagnez de manière complète des toxicomanes sur le plan médical, mais pas que, et on verra votre approche spécifique et ce que vous réclamez comme acteur de terrain. Les demandes, elles sont adressées notamment aux politiques. Jean Spinette, bonjour, vous êtes le bourgmestre de Saint-Gilles, en première ligne, un peu malgré vous parfois, sur ces dossiers de fusillade et de trafic de drogue. Et puis Bianca Debatz, bonjour, vous êtes députée bruxelloise, élue sur les listes du CDNV, c'est le parti au fédéral de la ministre de l'Intérieur. Et vous connaissez le fonctionnement des institutions bruxelloises puisque vous avez siégé au gouvernement de la région. On verra ce qui, selon vous, relève du fédéral ou de la région. Mais peut-être, Monsieur Durcel, comme première question, vous avez été de ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme. C'était juste avant l'été. Vous avez dit, avec 12 Flux, nos équipes se font littéralement agresser, on se sent menacé, et vous avez demandé de l'aide. Comment trouvez-vous que la situation évolue sur, on va dire, les derniers mois, quoi, depuis le mois de septembre, le mois d'août, quand la police est revenue sur place massivement? C'est vrai qu'on était la troisième association à devoir fermer pour le bien-être minimal des équipes, mais on était la troisième association à le faire dans le même quartier, et on s'est dit, au lieu d'aller protester auprès du bourgmestre X ou Y ou du gouvernement, essayons de faire cause commune avec tous les opérateurs autour de la gare du Midi. Alors, effectivement, puisqu'il y a eu cette opération policière en août et en septembre, les résultats sont là. Les résultats sont là à la gare du Midi. Le sentiment d'insécurité qui était l'objectif a diminué, c'est tout à fait clair. Et l'insécurité existentielle, ontologique des personnes visées, lui, a explosé. Il y a un grand philosophe bruxellois, Guillermo Kozlowski, qui nous enseigne la différence entre les résultats et les effets. Et donc vous dites quoi? On a simplement déplacé le problème, voire empiré auprès des toxicomanes, des plus fragiles? Il y a énormément de personnes dont on a perdu la trace, qui ont perdu leur repère, qui ont perdu le contact avec les associations, absolument. Et surtout, bien sûr, au niveau de la drogue, on risque d'en parler, et j'habite à 300 mètres de la gare du Midi. On ne risque pas, on va le faire, hein, vous êtes là pour ça. Donc effectivement, il y a un déplacement de la consommation et de l'achat. Mais ce qui est important, je le répète, je termine ma phrase, c'est de faire la différence entre les résultats, et je suis sûr qu'à la gare du Midi, la police et la ministre de l'Intérieur voient des camemberts magnifiques, avec le nombre d'agressions, le nombre de pickpockets, le nombre de... etc. Ils sont excellents. Donc les résultats sont sans doute là, mais les effets, personne, comme dit Guillermo Kozlowski, personne n'est payé, sauf peut-être les associations, pour aller voir les effets sur le terrain. Mais là, on ne va pas remettre en question ce qu'on appelle au syndicat des immenses une garmidiotie. On a inventé ce mot, donc garmidiotie. C'est une idiotie comme on l'a fait à la gare du Midi, à savoir une grosse opération de com pour rassurer Madame du dortoir, comme ça elle se calme, et ça ne sert à rien. Okay, ça déplace le problème et ça n'a que des effets négatifs. Et moi, je déplace la parole de l'autre côté de la table au projet LAMA. Vous avez constaté quelque chose, vous aussi, de concret depuis l'intervention de la police et je vais aller plus loin dans ma question. Quand un toxicomane se fait arrêter, est-ce que quelque part, vous, c'est quelqu'un qui vous échappe ou au contraire, c'est quelqu'un qui rentre dans les listings avec lequel vous pouvez aussi d'une autre manière travailler? Parce que forcément, quand ils sont sous le radar, ils ne se signalent pas, on ne sait pas où ils sont. Oui, donc d'abord, nous, on parle plutôt d'usagers de drogue et d'usagères de drogue que de toxicomanes. C'est un mot qu'on n'utilise plus trop. Donc moi, je partage assez les constats de Laurent sur l'effet global de l'intervention qui a eu lieu pendant l'été.
Nos équipes ont signalé des effets de déplacement de personnes. Vers où? Les gens se déplacent de 200 mètres ou alors, il y a eu des déplacements jusque dans le quartier nord, puisque on avait des collègues qui nous disaient que dans le quartier nord, il y avait des nouvelles personnes qui étaient arrivées et qui se frictionnaient avec d'autres personnes qui étaient sur les scènes de consommation. Et après, il y a des personnes qui se sont déplacées de quelques centaines de mètres. Dans le cadre de nos activités mobiles dans le projet Sublink avec les partenaires de Transit et de Diogène et du SAMU, on a quand même observé du côté de Clémenceau, du côté de la Porte de Halle, du côté de la Porte de Namur, des personnes qui se sont déplacées vers ces terrains-là. Et alors j'en reviens avec ma question, quand des gens sont arrêtés par la police pour consommation ou deal, trafic, vous arrivez encore à travailler avec eux ou c'est des gens qui vous échappent? Parce que quand on a des statistiques, et nous les relayons comme médias d'arrestation, moi je voudrais aussi parfois savoir ce qu'il en advient derrière. Oui, donc il y a pas mal de personnes qui nous sont adressées en fait dans le cadre de conditions de libération ou de mise à l'épreuve donc dans un cadre judiciaire. Donc il y a ce qu'on appelle des soins sous contrainte, des choses qui existent. Après, il y a des usagers qui sont arrêtés par la police, qui sont contrôlés par la police et qui mettent quand même malgré tout un certain temps à arriver jusque chez nous. Donc nous, on travaille qu'avec une partie d'usagers qui sont demandeurs d'un accompagnement, demandeurs d'aide. Il y a des usagers qui sont dans ce qu'on appelle des situations de non-recours, donc ils sont dans des situations de fragilité qui rend difficile pour eux la demande d'aide. D'où l'idée de faire du travail d'outreach, donc de l'accompagnement mobile qui fait du contact avec les personnes dans des lieux de vie, en ville, dans les parcs, dans le métro, et d'essayer de ramener ces personnes vers les services existants. Jean Spinette, dans les mesures annoncées, il y avait notamment l'installation d'un commissariat dans la gare du Midi, peut-être pas que pour la gare, mais qui pourrait rayonner, il y aurait des forces de police plus proches. Ça a avancé, ça, ou pas? Après les informations dont on a disposé au dernier CORES et aux échanges avec le cabinet du Premier ministre, les services de la SNCB sont vraiment en train de s'occuper de l'installation d'un commissariat et les hommes et femmes de la police fédérale sont prévus et donc on nous a dit qu'il allait arriver. J'aimerais me décaler parce qu'en fait, quand l'appel au secours a été fait par les associations, la situation de sécurité première n'était pas assurée aux alentours de la gare du Midi. Quand on parle de quartier, on parle de déplacement. Moi, je pense à des concitoyens qui habitent dans le quartier qui ont peur pour leur sécurité parce qu'ils voient du deal avec des gens qui se tirent dessus à cause du deal. Et donc, j'aimerais qu'on opère une distinction entre le retour à la sécurité qui est de lutter contre le deal et le travail social qui doit être fait pour les consommateurs les plus fragilisés. On ne fait pas ça à Bruxelles, c'est pas encore rentré dans le cortex parce qu'on entend tout le temps ça, il faut du travail social. Le problème, c'est que comme il y a aujourd'hui une relative acceptation du principe que certaines libéralisations de l'usage de drogue pourraient être faites, ça fait son chemin. Par contre, désolé, mais les trafics de deals qui sont liés à des mafias qui viennent dans nos quartiers, qui financent, qui injectent beaucoup d'argent dans les quartiers, qui dérégulent et qui insécurisent le quartier, moi je n'ai aucune tolérance par rapport à eux. Et donc on nous a accusés en voulant rétablir la sécurité de vouloir chasser les consommateurs ou chasser les pauvres. Non, on veut juste pouvoir s'assurer que les habitants du quartier et les plus démunis et les travailleurs sociaux puissent travailler dans la sécurité, ce qui n'était plus le cas au début de l'été. Et donc en fait, on a parlé de l'opération de la gare du Midi qui a été une opération d'une journée avec le ministre de l'Intérieur. On n'a pas parlé des 3 mois de fonds qui ont été menés dans les quartiers de part et d'autre de la gare du Midi par les zones de police en lien avec un certain nombre d'opérateurs qui, eux, ont porté leurs fruits plus sur le fond. Mais on retiendra quand les caméras arrivent. Il y a tout un travail aussi avec des travailleurs sociaux de rue qui sont sur une base volontaire de l'aide. Oui. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas de cette aide et du coup, nos policiers les arrêtent parfois pour les orienter, voudraient les orienter vers des services adéquats de soins. Et là, malheureusement, il n'y a pas de place. Brièvement, Jean Spinette, est-ce que l'articulation entre les travailleurs sociaux, qui ont des financements de différentes sources, les polices locales et les moyens demandés au fédéral, est-ce que ça fonctionne bien? Après, on entendra l'analyse de Bianca Debatz, qui a été au gouvernement bruxellois et qui aujourd'hui est dans l'opposition à Bruxelles. Mais est-ce que vous, comme bourgmestre, vous dites à vos concitoyens, à ceux qui nous regardent, oui, ça fonctionne bien entre les différentes polices? On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de dialogue entre les deux, parce qu'il y a 2 mandats différents. Ceux qui sont dans l'aide sociale et ceux qui sont dans la sécurité, c'est pas le même métier. Par contre, c'est clair qu'il y a des ponts
et les réunions de coordination doivent établir cette question, c'est de rétablir la confiance pour qu'à la limite, le bras séculaire exerce une certaine contrainte pour orienter les gens vers les services sociaux, mais qu'il n'y ait pas de confusion. Vous parlez du bras c'est séculaire, pas le téléspectateur doit comprendre la police. Mais la police, oui, en tout cas, une certaine contrainte liée à la sécurité, mais qu'il ne soit pas corrélé à la pénalisation de la pauvreté. Je serais totalement contre. Et effectivement, de les orienter vers un service social, santé, bienveillant. Bianca de Batz, est-ce qu'à Bruxelles, on réussit, d'après vous, cette coordination entre les différents acteurs ? On a quand même l'impression que souvent, les politiques, que ce soit communaux ou régionaux, renvoient vers le fédéral en disant on a besoin de plus de moyens. So what ? Et puis le fédéral dit on a mis de l'argent. Alors vous en dites quoi, vous, avec votre casquette d'opposition ? Oui. Tout d'abord, je suis députée et je veux qu'une chose, c'est que chaque Bruxellois peut vivre dans une ville, une région où il y a une sécurité, une propreté. Hier soir, mon voisin me disait, dans notre quartier, on habite pas très loin de la gare du Nord, il est plus facile de trouver du crack que de trouver un bon pain. Et je trouve que c'est inacceptable, c'est un constat qui est malheureusement vrai. Est-ce qu'il faut plus collaborer ? Oui. S'il y a peut-être une chose positive, c'est que tout le monde a compris l'urgence et que la seule possibilité d'en sortir, c'est en effet de collaborer plus entre les communes, les zones de police. D'ailleurs, je suis, comme vous le savez sans doute, pour une zone de police, une seule et pas 6 à Bruxelles, et aussi avec le fédéral. Ce que je déplore quand même, deux choses, c'est que bien souvent, dans le débat au Parlement bruxellois, le ministre-président pointe du doigt le fédéral, et que lui-même, il ne prend pas assez sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, Rudy Vervoort ? Un exemple concret, quand même, c'est qu'il a attendu 7 fusillades avant de mettre tous les acteurs autour de la table. 7. Alors que je pense que chaque bourgmestre, après une fusillade, aurait compris, vous l'aurez, j'espère, compris aussi, qu'il faut agir. Il a fallu 7. Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est simple. Il a quand même reçu, dans la dernière réforme de l'État, la coordination de la sécurité. Il y a une agence, on a créé une agence, Save Brussels. Plus de 140 personnes travaillent là, 42 millions d'euros de subsides. Alors je ne comprends pas pourquoi chaque fois il retourne les autres compétences pour dire la coordination, ce n'est pas moi, c'est le fédéral, c'est les communes, c'est les zones de police. Ok, je voudrais quand même revenir sur cette coordination. Est-ce que les acteurs associatifs, vous êtes concertés ? Est-ce que vous êtes en contact avec la police, avec les pouvoirs publics sur ce qui est mis en œuvre et sur l'évolution du quartier? Monsieur Husson, monsieur Durcel, là-dessus, oui, ça date de quand, votre dernière réunion de travail avec les pouvoirs publics pour la sécurité? Oui, je dirais qu'on est concerté donc assez régulièrement. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il manque en fait un organe, un espace à Bruxelles pour construire des stratégies de santé publique sur la question des assuétudes de manière équilibrée. Donc le CORES se réunit, c'est le pilier des métiers de la prévention et de la sécurité. Il y a des orientations qui sont faites, mais il faut qu'on ait des discussions avec les acteurs de santé, avec les fédérations, avec les administrations qui s'occupent des matières santé pour essayer de construire des stratégies équilibrées. Monsieur Durcel, voilà. Vous avez été, vous, reçu par les pouvoirs publics pour parler de la situation autour de la gare du Midi que vous connaissez quand même bien? Il n'y en a pas eu récemment, mais je voudrais dire la même chose que Husson, mais d'une autre manière. C'est parce que dites plutôt quelque chose qui n'a pas encore été dit, s'il vous plaît. Vous n'allez pas être déçus. Donc, la grande pauvreté a été criminalisée depuis des siècles. Là, ce n'est plus à la mode maintenant. On décriminalise la pauvreté. Et le secteur du sans-chez-soirisme, le nom correct du sans-abrisme, l'a compris et s'est posé enfin pour la première fois la bonne question, est-ce que c'est une fatalité ou pas? Et on a démontré que le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité. En ce qui concerne l'usage des drogues, malheureusement, c'est une fatalité. Et donc, il faut arrêter de croire qu'on peut en venir à bout de ce phénomène sociétal par de la répression. Ça ne va servir jamais à rien. Et l'option centrale est la réduction des risques. C'est un discours que tout le monde partage ici. Réprimander les consommateurs de drogue, ça ne sert à rien. À la marge, ça peut avoir un petit effet. Vous y adhérez, sur le fond du problème, vous n'avez pas l'air trop d'accord? Peut-être pas les gens qui utilisent, je suis d'accord, mais quand même tous les réseaux qui sont là derrière, c'est du grand banditisme. Et là, je dirais même, c'est pas uniquement avec le fédéral qu'il faut le collaborer, c'est même au niveau européen, parce que c'est des réseaux internationaux. À Saint-Gilles, des dealers qui se disent qu'ils vont se faire plus d'argent en vendant des barrettes qu'en travaillant. Ils vendent plus de barrettes maintenant, ils vendent de l'herbe ou de la cocaïne, et donc effectivement, ou des boules de crack pour exploiter la misère. Donc on est vraiment devant des mouvements mafieux qui gagnent beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'intérêt. Donc effectivement,
effectivement, soit on la légalise, mais alors on mettra des axes dessus, il restera un marché clandestin. Donc il y a une vraie question de séparer les deux questions. La consommation est une chose, l'exploitation et des milieux mafieux qui gagnent énormément d'argent, qui sont quelques grandes organisations dans le monde, qui arrivent par le port d'Anvers. Alors on va dire, les policiers, est-ce qu'ils sont à la gare du Midi? Oui. Ils étaient à la gare du Midi, puis on les a mis au port d'Anvers, puis le port d'Anvers va les rendre à la gare du Midi, puis quand on fait une opération à la gare du Midi, c'est à la gare du Nord que ça augmente. Donc l'idée est de mettre tout le monde autour de la table pour qu'on arrête de se renvoyer la balle. Moi, je pense qu'il ne faut pas un plan gare du Midi, il faut un plan sur toutes les voies de chemin de fer bruxelloises, et ça avait été obtenu, ça a été retiré, et ça doit revenir. Le lien avec le port d'Anvers, c'est là que ça arrive, et donc c'est consommé chez nous, mais ça arrive au port d'Anvers. Donc plutôt que de faire un plan gare du Midi, un plan Canal, on pourrait peut-être faire un plan Anvers, on pourrait peut-être faire un plan Anvers-Bruxelles, ça s'appelle l'ESCO. Donc on fait un lien entre Anvers et Bruxelles, on arrête de se renvoyer la balle. Jean Spinette, vous citez le cas d'Anvers. Moi j'avais prévu de poser la question. À Anvers, on a fait un corps de police spécial. Et les policiers viennent de Bruxelles. Et donc les policiers étaient à Bruxelles avant, dans le plan Canal et dans le plan qui était prévu avec, je pense que c'est la ministre en 2012 qui avait donné des renforts sur les gares. Comme bourgmestre ou comme députée bruxelloise, et puis on verra comme associatif, à ce qu'on renforce avec des corps de police spécifiquement dédiés à lutter contre ces trafics-là en rue. Est-ce que ça, vous y croyez? Mais quand on le demande, oui ou non? Et donc l'appel au Premier ministre était celui-là, et à la ministre de l'Intérieur, c'est que nous, on veut qu'on arrête de taper sur les causes, mais qu'on tape sur les conséquences, c'est avoir des filières de démantèlement de ces réseaux, avec des agents compétents qui ont le temps de mener des enquêtes, des moyens informatiques, des moyens financiers, des moyens spéciaux d'enquête. Mais quand je disais ça, on me dit « Ah, mais monsieur se défausse de sa responsabilité, la sécurité sur le terrain. » On traite les conséquences toujours et on tape dessus, mais on ne va pas sur les causes, et il faut aller avec une police judiciaire et internationale démanteler ces réseaux pour arrêter d'infecter nos quartiers avec de l'argent. Bien que de battre, on a des moyens de mettre des équipes de police spéciales vraiment sur les trafiquants pour traquer les dealers. On peut le faire demain à Bruxelles? On peut le faire, il faudra le faire. C'est pour ça, d'autant plus, que je plaide pour cette fusion des zones de police. C'est aussi une économie d'échelle, bien sûr, parce que maintenant, dans chaque zone, il y a un service ressources humaines, un service comptabilité. Et donc, en fusionnant, bien sûr, on libère aussi des effectifs, justement, pour spécialiser dans certaines formes de criminalité, comme par exemple l'associatif. On en pense quoi? Des équipes de police qui seraient vraiment chargées de traquer les dealers, pas le dealer qui a besoin d'une aide sociale, mais celui qui a trouvé que c'était le meilleur moyen de se faire de l'argent. Monsieur Durcel, mais bien sûr, il faut aller au port d'Anvers, il faut démanteler ces mafias crapuleuses, criminelles et épouvantables. Et il y en a ici à Bruxelles aussi? Et il y a sans doute des ramifications, et on ne mettra jamais assez la gomme pour que ces trafics épouvantables soient éliminés à la source. Mais dans les quartiers, c'est l'impuissance, je crois, est massive. C'est juste déplacer un peu le problème, sécuriser certains, insécuriser les autres. Mais c'est clair que sur le fond, personne n'est pour ces trafics et ces mafias criminelles. Mais la question, est-ce que renforcer les moyens de la police et avoir des équipes spécifiques, c'est une bonne idée? Bien qu'Albas nous dit oui. Jean Spinette nous dit oui, mais il n'a pas l'air de vouloir la même chose que Mme Debatz, en tout cas en termes d'équipe. Économies d'échelle sur les zones. Alors on peut travailler ça sur toute la Belgique. Il y a plein de zones qu'on peut fusionner partout en Belgique. Ils sont sur une chose. C'est une question précise. On a dit au Conseil national de sécurité aujourd'hui qu'on allait cibler les hotspots, les lieux où il y a particulièrement du trafic, des actions et donc de la violence. Est-ce qu'il y a des spécificités dans ces hotspots? Est-ce qu'il y a des endroits où on va trouver, je ne sais pas moi, de la cocaïne, à d'autres endroits plutôt du cannabis, à d'autres endroits plutôt du crack? Est-ce qu'il y a une cartographie comme ça du deal et de la consommation à Bruxelles? L'analyse des eaux usées de la ville nous enseigne qu'en 2022, Bruxelles était la 4e capitale en Europe à avoir le plus haut taux de métabolite de cocaïne dans ses eaux usées. Donc le Bruxellois aime la cocaïne. Et ça, c'est pas que le Bruxellois précaire, c'est le Bruxellois dans sa globalité. Et il se fournit où, le Bruxellois? Alors, il se fournit... le trafic est assez uberisé, c'est-à-dire que sur WhatsApp, sur Instagram, un numéro de téléphone, on peut se faire livrer du produit. On peut aller dans des lieux où il y a de la vente, ça dépend. Ça, c'est chez nous. Ça dépend. Mais donc...
pour revenir sur la question précédente où on parle de plus de police ou plus de sécurité, c'est une option. Une autre option, c'est d'avoir un débat de société sur la régulation en fait des drogues. Ça a été esquissé par Jean sur le cannabis. Tu as parlé de régulation. Une manière de reprendre le contrôle sur le trafic, c'est d'organiser les choses, de réguler, d'encadrer, et bien entendu de punir ce qui sort du cadre, mais d'avoir un cadre peut-être un peu plus inclusif. Vous y croyez? Vous êtes favorable à une régulation Moi, je pense qu'on doit clairement avancer sur le cannabis. On doit s'inspirer des modèles suisses, allemands aujourd'hui, hollandais, portugais, québécois, américains sur la matière. Donc, il faut qu'on ait un débat de société là-dessus. Monsieur Durcel, Bianca Debatz, Pierre de réagir, elle va le faire, mais on va d'abord entendre Monsieur Durcel en 1 minute, s'il vous plaît, sur la dépénalisation et Monsieur Chouin bien dit du cannabis. Vous êtes aligné, vous pensez qu'on pourrait aller plus loin sur d'autres substances? Personnellement, on doit commencer par le cannabis. À propos de la pénalisation, il y a une anecdote trop savoureuse qui s'est passée à Marseille lorsque Macron est descendu à Marseille il y a quelques jours. Et il y a eu on a vu. C'était une grosse opération policière. On a vu sur les réseaux les fournisseurs disant excusez-nous, nous allons avoir des petits problèmes de livraison. Demain matin, tout recommence comme avant. Et tout a recommencé comme avant. Mais Macron était content. Il n'y a eu pas de deal pendant 5 heures à Marseille. Bianca Debatz, dépénaliser le cannabis, vous pouvez soutenir ça? Non, pas du tout. Quand on voit le ravage que la drogue fait, ça détruit la vie, alors rendre l'accès encore plus facile, c'est absolument non. Alors j'entends dire oui, le cannabis, mais ça ne résout strictement rien, ni non plus pour combattre ces réseaux criminels, puisqu'ils vont bien sûr s'orienter vers d'autres types de drogues. Et donc, je répète, quand je constate le ravage que ça fait dans les familles. Où il n'y aura plus de business à faire. Parce que monsieur Spinett disait si l'État fédéral gère, il y aura des axes et donc il y aura des marchés parallèles. Il y a une drogue qui est considérée par l'OMS comme une drogue dure qui s'appelle l'alcool, qui en Belgique rapporte 180 millions. Mais en attendant, on n'achète pas d'alcool frelaté, donc ça fonctionne. Ah si, attendez, vous rigolez ou quoi? Dans les night shops ou les magasins de nuit qu'il faut réguler à Bruxelles, on trouve de tout et de n'importe quoi surtout. Et donc effectivement, il y a là, comme on est pays consommateur, on est pays producteur, ça rapporte énormément d'accises. Le plan alcool, il a été pondu par une ministre de la Santé il y a plus de 20 ans. Il n'a pas beaucoup avancé. Mais bizarrement, on se gratte beaucoup sur le hashish, alors que l'alcool, en très grande quantité, avec des médicaments et des mélanges de médicaments, sont monnaie courante. On est un des pays, parce que tu parles de la cocaïne, j'aimerais bien qu'on analyse combien de produits psychotropes en tout genre le citoyen belge est amené à manger. Mesdames, messieurs, vous connaissez la règle sur Versus, même si on n'est pas d'accord, on doit trouver un argument recevable. Et c'est le moment, jingle. Éric Husson, vous avez entendu un argument recevable? Je ne sais pas, tiens, chez Bianca Debatz. Disons que moi je trouve intéressant de se poser la question de l'échelon fédéral en fait dans les politiques drogue de manière générale. Il y a une commissaire nationale aux drogues qui vient d'entrer en fonction. On sait qu'il y a des moyens d'évoluer aussi dans ces missions avec une attention particulière sur les publics en situation de grande vulnérabilité. Et je suis très curieux de voir ce que concrètement on va pouvoir essayer de capter pour la situation de la région en lien avec ces matières-là. Madame Debatz, vous avez entendu un argument recevable chez Jean Spinett? Deux même, je vais vous surprendre deux. Tout d'abord, qu'il faut collaborer entre les différentes échelles de pouvoir, ça je pense tout à fait vrai. Et deuxièmement, qu'il faut non seulement lutter contre l'usage de la drogue, mais aussi contre l'excès d'alcool. Je partage aussi. Jean Spinett, vous avez entendu un argument recevable? Tiens, chez Madame Debatz. Mais effectivement, je pense qu'on est dans une certitude, c'est qu'il faut taper là où ça fait mal dans les réseaux de drogue, et donc effectivement ne rien lâcher sur cette question, mais effectivement pas toucher au public les plus fragilisés. On n'est pas du tout dans ce discours-là. Vous avez l'impression vraiment qu'on l'a fait depuis le mois de septembre? Mais c'est un procès d'intention qui est fait, et je pense qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Laurent Durcel, vous avez entendu un argument recevable chez Jean Spinett ou du côté des pouvoirs locaux? Ce sont les premiers vers lesquels on se tourne et avec lesquels vous travaillez, notamment avec le syndicat des immenses ou Douche-Flux. Oui, avec Jean Spinett, je suis d'accord parce qu'il l'a formulé à sa manière qui n'est pas la mienne, mais il a quand même ouvert une porte qui est de dire qu'il y a un débat de société qui doit être posé. C'est qu'on est au bout d'un certain type de consommation de produits problématiques et qu'il faut changer d'époque et que la régularisation, en tout cas
en tout cas du cannabis, me semble l'évidence. Et bien sûr, comme a dit Husson, il faut après encadrer le reste. Mais le tout répressif, c'est une voie sans issue. Merci à tous les 4 d'être venus échanger sur le plateau de Versus. On se retrouvera la semaine prochaine, autre thème, de nouveaux invités et beaucoup de questions encore une fois.